Aujourd'hui, on va couvrir un domaine qui traite de la photoélectrolyse. Alors vous allez voir, on ne va pas tellement changer notre habitude, puisqu'on va parler encore de réaction redox, on va parler encore de conducteurs ioniques, et on va parler également d'espèces oxydantes et d'espèces réductrices. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la photoélectrolyse de l'eau, et voir comment cela se passe, et plus spécialement se focaliser sur les matériaux inorganiques, mais en touchant un peu ce qui se passe également au niveau de la biochimie, et ainsi de suite. Alors, toujours pareil, le pourquoi de tout cela, eh bien, c'est lié aux énergies renouvelables, dans lequel on veut subvenir à la défi énergétique qui est de 18 TW de puissance installée dans les années 2050. Alors, il y a ces différentes solutions, et comme toujours, il y a celle provenant du Soleil, où, je dirais, c'est presque une source infinie d'énergie, puisque finalement, l'énergie produite par le Soleil est 10 000 fois la quantité qu'on en a besoin par an. Et on peut même aller voir que dans 1 heure, le Soleil produit ce que l'on utilise en 1 an. D'où la question, et ce qu'on va essayer de voir, c'est comment utiliser cette énergie. Alors la source, c'est la source d'énergie la plus abondante, et cela a été reconnu par de nombreuses personnes, notamment Thomas Edison qui écrivait « Je devrais placer mon argent dans l'énergie solaire. Quelle source d'énergie? J'espère qu'on n'aura pas à attendre que le pétrole et le charbon s'épuisent pour la capturer. » Mais vous savez tous qu'en deçà de cette énergie solaire, ou de ce soleil, on a également notre ressource qui est l'eau. Et là aussi, l'eau est la ressource la plus abondante de notre planète, et Jules Verne disait « l'eau sera le charbon du futur ». D'où par conséquent, puisqu'on a du soleil et de l'eau, la question est comment tirer au mieux parti de ces deux ressources dans la transition énergétique actuelle. Mais c'est un peu ce qu'on va voir maintenant, comment on peut faire avec cette énergie, et comment on peut avoir cette énergie du soleil et de l'eau. Eh bien, pour ce faire, on va dans ce cas, eh bien, regarder cette transformation d'énergie solaire en énergie qui, dans ce cas, va être tout simplement la production d'hydrogène en utilisant, finalement, les bienfaits de la jonction semi-conducteur liquide pour dissocier l'eau et créer cet hydrogène et cet oxygène. D'où on va voir des réactions de photoélectrolyse, voire de photocatalyse, et vous allez voir que ces deux types de réactions vont être directement mélangés. Alors pour aborder bien sûr cette transition énergétique, eh bien, ce qu'on va faire, c'est voir comment on peut, dans ce cas, eh bien, stocker, si je peux dire, cette énergie solaire sous forme d'énergie chimique, ce qu'on va faire directement en transformant l'énergie solaire en molécules d'hydrogène-oxygène, et ensuite, on va la convertir de nouveau en eau par des instruments qu'on appellera dans un premier cas des électrolyseurs, et dans ce cas, on appellera directement des piles à combustible. D'où, ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, finalement, ce n'est pas les piles à combustible du tout, mais c'est finalement cette transformation de H2O en H2 plus un demi d'O2. Alors cette transformation, eh bien, elle peut se faire selon différents schémas, comme vous allez voir ici. Dans un premier temps, eh bien, il y a l'électrolyse classique de l'eau, je dirais la façon brute. Vous prenez dans ce cas 2 électrodes, vous appliquez un courant, et vous allez directement, dans ce cas, dissocier l'eau comme indiqué ici. Alors, l'alternative, c'est qu'on peut utiliser, bien sûr, un électrolyseur qui va être couplé au réseau, mais on peut également, si on veut, coupler un électrolyseur avec une pile photovoltaïque. La deuxième méthode, et c'est celle sur laquelle on va se pencher tout au long de ce cours, va être la dissociation par photoélectrolyse, où là, on va utiliser finalement cette fameuse jonction semi-conducteur liquide pour avoir ce dispositif électrochimique dans lequel on va voir comment, en jouant sur les semi-conducteurs, on va pouvoir générer de l'eau. Et on vous montrer également qu'on n'est même pas obligé d'avoir directement ce dispositif électrochimique. Il suffit d'associer des poudres ou avec des catalyseurs et des photocatalyseurs de bonne composition pour simplement générer cette eau. Et enfin, le troisième exemple va être le cas de la dissociation photobiologique ou, je peux dire, la photosynthèse. Car en effet, la photosynthèse, ou la réaction de base à la photosynthèse, c'est la dissociation de l'eau, dans laquelle vous allez créer une molécule d'oxygène qui va être relarguée dans l'atmosphère, vous en servirez pour respirer, ou alors on s'en sert dans les transports automobiles pour la combustion, et l'autre partie, qui sera l'hydrogène, eh bien, va rester dans, je dirais, les molécules organiques de cette photosynthèse pour fixer un CO2 et conduire directement au glucose et à toute une autre sorte de molécules organiques. Donc voilà, si vous voulez, l'étape ou les différentes étapes
pour cette électrolyse de l'eau. Et ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, eh bien, ça va être une fois de plus celle du milieu. Alors, lorsqu'on va regarder l'électrolyse de l'eau, eh bien, il va y avoir quand même certaines difficultés. Alors, tout d'abord, comme je vous avais dit, il y a le stockage. Et dans ce cas, à part le soleil, eh bien, on va tout simplement regarder le relargage de l'oxygène et l'hydrogène. Et là, je mets déjà directement, on va finalement regarder la réaction d'évolution de l'oxygène, ce qu'on va appeler OER. Et rappelez-vous de cette abréviation, on va l'utiliser souvent. Ensuite, vous avez également l'évolution de l'hydrogène, HER. Et là, on va l'utiliser. Et enfin, il y a la conversion, où on a les mêmes problèmes, mais si ce n'est que, si vous voulez, dans le sens inverse. Où on a l'oxygène réduction, ORR, et HORR. Et bien, finalement, ces types de réactions ici, c'est ce qui va être notre cauchemar durant tout cet exposé. En effet, le problème récurrent à tous ces électrolyses de l'eau, que ce soit dans les piles à combustible pour la recombinaison ou alors dans les électrolyseurs, eh bien, dans ce cas, il va falloir obtenir des réactions beaucoup plus efficaces. Et c'est là qu'on va jouer avec les catalyseurs et on va voir la complexité de déterminer ces catalyseurs. D'où, quel est réellement le problème? Pour vous mettre rentrer ce problème très simplement, je vais revenir à des bases. La base, tout le monde vous connaissez. Quelles sont le domaine de stabilité de l'eau? Vous avez ici directement 0 volts pour l'hydrogène et vous avez ici 1,23 volts pour l'oxygène. D'où, si on regarde finalement les courbes d'oxydoréduction, voilà directement pour l'hydrogène et pour l'hydrogène, oui, avec directement une oxydation et une réduction. Vous voyez qu'en ce cas, il y a un faible potentiel de différence entre l'origine et ainsi de suite. C'est ce qu'on va appeler les surpotentiels ou les sous-potentiels. Et maintenant, si je regarde le cas de l'oxygène, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, on a également les mêmes surpotentiels ou bas potentiels, mais plus exagérés que dans le cas d'hydrogène. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans un cas, on va utiliser une réaction à 4 électrons, et dans l'autre cas, une réaction à 2 électrons. Maintenant, quelle est l'importance de tout cela? Eh bien, vous allez la voir directement. En effet, si je considère maintenant un électrolyseur, comme vous pouvez voir ici, eh bien, ça veut dire que plutôt que d'appliquer 1,23 volts pour électrolyser l'eau, eh bien, il va falloir que j'applique des tensions nettement supérieures, 1,5, 1,6, voire plus haut. De la même façon, quelle est la conséquence de tout cela sur la pile à combustible? Mais dans le cas de la pile à combustible, vous allez travailler maintenant entre ces deux domaines. Eh bien, plutôt que d'avoir 1,23 volts en potentiel de sortie, eh bien, vous allez avoir 0,8, 0,9. D'où, vous voyez réellement l'importance de ces surtensions dans ces fameuses réactions d'évolution d'oxygène et d'évolution d'hydrogène. D'où c'est un peu ce que je vais parler dans ce cours, qui va se structurer de la façon suivante. D'abord, je vais vous parler de la photoélectrolyse, rappeler quelques bases sur le spectre solaire et la correspondance entre spectre solaire et semi-conducteur. Ensuite, on passera au principe de fonctionnement. Ensuite, on traitera les matériaux, quels sont les photoanodes et les photocathodes qu'il faudra utiliser, comment ajuster le band gap, les photocatalyseurs, comment abaisser leur surtension et augmenter le courant, quels électrocatalyseurs, leur choix et ainsi de suite. Et enfin, eh bien, je terminerai par partageant avec vous les dernières avancées qui ont eu lieu au niveau des matériaux et surtout au niveau des dispositifs, et vous verrez qu'il y a une recherche énorme dans ces domaines. Alors tout d'abord, pour présenter la photoélectrolyse, on se doit de comprendre le spectre solaire. Le spectre solaire, comme vous pouvez voir ici, eh bien, il y a un domaine que vous pouvez voir, où il va y avoir l'absorption. Vous avez l'UV, vous avez le domaine du visible et le domaine de l'infrarouge. Et on va travailler dans le domaine du visible, regardez, entre 3,18 électronvolts, ou 3,1 et 1,6 électronvolts. Et on va travailler avec ces différentes radiations. Alors rappelez-vous, le rouge aura directement aux alentours de 1,7 eV et le bleu aux alentours de 3,1. Alors pourquoi cela a une importance? Eh bien, il se trouve que par chance, il y a une quantité de matériaux qu'on appelle les semi-conducteurs, dont la structure de bande est indiquée ici. Vous avez la bande de conduction et la bande de valence. Et vous voyez que dans ce cas, il y a un gap que j'appellerai ce terme, plutôt que bande interdite, j'utiliserai gap durant tout cet exposé, et bien dont la valeur va où se trouve exactement dans ce spectre du visible. Ce qui fait qu'on va pouvoir absorber des photons. Et on va parler de semi-conducteurs d'OPP, dans lequel les porteurs majoritaires seront les trous, et les semi-conducteurs d'OPN, dans lequel les porteurs majoritaires seront les électrons. D'où, ayant défini cela,
voyons maintenant l'importance de ce gap en revenant à des conditions thermodynamiques. En effet, si je regarde la réaction de dissociation de l'eau, écrite ici, vous voyez que j'ai un delta G de 237,3 kJ par mol, et si j'applique la loi de Nernst, cela me donne directement un potentiel de 1,23 volts. D'où par conséquent, si je reviens à mon semi-conducteur, ça veut dire qu'il faudra qu'il absorbe des photons supérieurs à 1,23 volts si je veux avoir une chance de séparer cette molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. Alors, qu'est-ce qu'il va me falloir dans ce cas? Si je prends l'hydrogène, il va me falloir 2 électrons. Il va falloir que je crée 2 paires électrons-trous, ce qui me fera une énergie de 340 kJ par mol. Et dans le cas de l'oxygène, il me faut 4 paires électrons-trous, ce qui fait 680. Alors vous pouvez faire un simple calcul. 237 et de 340, ça veut dire que sur le papier, théoriquement, on aurait, je dirais, une efficacité de 80%. Et vous allez voir, on va être très loin. C'est juste un calcul théorique. Je vois certains qui froncent les sourcils. C'est juste un calcul théorique, on va être très loin. Alors maintenant, eh bien, que va-t-il se passer? Eh bien, si je prends un semi-conducteur dont la bande interdite eh bien, est plus large que 1,23 électron-volts, eh bien, on va voir ces réactions indiquées ici. On va voir directement une réduction par les électrons pour donner l'hydrogène avec la bande de conduction, et on va voir directement l'oxydation de l'eau par les trous à la bande de valence, d'où la réaction totale et celle indiquée ici. Mais effectivement, tout cela ne tient pas compte des problèmes cinétiques de ces réactions. Et en effet, lorsqu'on va vouloir faire ce genre de réaction, il va y avoir des difficultés. Car on est en train de parler d'une jonction semi-conducteur liquide, ça veut dire qu'en ce cas, il va y avoir un transfert de charge et il va y avoir des pertes énormes. Il va y avoir des problèmes de concentration et surtout, il va y avoir tous ces problèmes de cinétique associés à ces fameuses réactions d'évolution de l'hydrogène et l'évolution de l'oxygène. Ce qui fait qu'en réalité, eh bien, il ne nous faudra pas des semi-conducteurs de 1,23 électron-volts, mais plutôt des semi-conducteurs de 1,8 à 2 électron-volts, dans des cas bien particuliers. D'où, ayant défini finalement toutes ces bases, comment cette photoélectrolyse va fonctionner? Eh bien, on va utiliser, dans ce cas, des semi-conducteurs. Alors, vous avez une schématique de fonctionnement indiquée ici. Vous voyez ici, dans ce cas, je suis en train de regarder une photoanode. Vous avez la bande de conduction, la bande de valence. Vous avez les potentiels redox des couples H+, H2 et H+, O2. Et vous avez le niveau de Fermi, et ainsi de suite. Maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, lorsque j'envoie une radiation, eh bien, il va y avoir tout simplement création d'un électron, d'une paire électron-trou, avec l'électron qui va directement aller, comme indiqué ici, sur la position. Donc voilà ce qui se passe. Ensuite, eh bien, il va y avoir ces 4 trous qui vont réagir avec la molécule d'eau, c'est-à-dire qu'ils vont oxyder la molécule d'eau, comme on peut voir ici. Ils vont oxyder la molécule d'eau, libérer le dioxygène, voilà, et les 4 protons vont maintenant aller directement à la photocathode, où ils vont, dans ce cas, eh bien, être réduits pour donner directement du dihydrogène. Donc voilà, si vous voulez, comment cette cellule fonctionne. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant sur les potentiels qu'on doit appliquer, on y reviendra par la suite, mais voilà, si vous voulez, avec une certaine simplicité, comment cela fonctionne. Eh bien, la première démonstration de l'électrolyse eh bien, date, je dirais, de plus de 40 ans, et c'est l'œuvre d'un groupe japonais, dont notamment Kei Honda, qui a eu la chance, en traitant un TiO2 de structure utile, a pu obtenir à haute température, sous vide, des lacunes d'oxygène. C'est-à-dire qu'il a pu, dans ce cas, obtenir un semi-conducteur dopé N. Et lorsqu'il a regardé directement les courbes de potentiel courant de ce conducteur dopé N, il s'est aperçu, comme vous pouvez voir ici, eh bien, qu'à une longueur d'onde correspondant au band gap de 3 électron-volts, il avait dans ce cas un photocourant. D'où, voilà la première démonstration. Ayant mesuré cela, ensuite, l'idée lui est venue de mettre en place cette cellule électrochimique avec une électrode de platine comme contre-électrode, et dans ce cas, la photoanode étant son TiO2 dopé N. Et qu'est-ce qu'il a observé? Dès qu'il a connecté, un courant est passé, avec, bien sûr, des bulles aux électrodes à la photoanode. Donc c'était la première démonstration, si vous voulez, de cet effet
d'électrolyse et de séparation de l'eau en hydrogène et en oxygène. Alors maintenant, bien, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire ça avec une photoanode et on peut également faire ça avec une photocathode. Alors, quelle est la différence? Et là, je vais attirer votre attention. Il y a un point très important, c'est la clé. C'est que lorsqu'on regarde les niveaux, finalement, de Fermi, ou le niveau des bandes, de conduction de bandes et de valence bande, bien, comme on peut voir ici, elles peuvent directement aller vers le haut ou aller vers le bas. Okay? Mais sinon, dans un cas d'une photocathode, on va avoir les mêmes mécanismes avec ces transferts de charge et de nouveau ces oxydations de l'eau par les trous et la réduction de l'hydrogène par les électrons. Okay? Voilà ce qui se passe. Alors maintenant, c'est là où je veux attirer votre attention. En effet, il y a deux types de semi-conducteurs, d'OPN et d'OPP. Eh bien, dans le cas dû au champ électrique, dans le cas des semi-conducteurs d'OPP, eh bien, les bandes iront toujours vers le bas. Et rappelez-vous, lorsqu'on fait de l'électronique, lorsqu'on fait des semi-conducteurs, les trous, ce sont des bulles. Les trous vont toujours remonter. Okay? Ce qui fait que dans un semi-conducteur ici d'OPP, comme on peut voir ici, eh bien dans ce cas, vous voyez que les électrons majoritaires vont directement aller dans le centre de l'échantillon, alors que les charges minoritaires, les électrons, vont aller à la surface. Okay? Maintenant, si je prends le cas d'un semi-conducteur d'OPN, c'est l'opposé. Voyez? Dans ce cas, eh bien, les électrons majoritaires vont dans le centre des matériaux, alors que les trous, une fois de plus, remontent toujours et vont, en ce cas, à la surface. Et ça va être directement jouer un rôle fondamental pour comprendre ces photoanodes et ces photocathodes. D'où, pour résumer, où est-ce que nous en sommes? Bien, si je considère maintenant le cas d'un semi-conducteur, voilà directement une cellule de photoélectrolyse. Vous avez le potentiostat et on va maintenant appliquer un potentiel. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va pouvoir directement déplacer les bandes de conduction et les bandes de valence. Et on a le potentiel de bande qui correspond à l'équilibre entre, finalement, l'énergie de Fermi et l'énergie du couple redox dans ma solution. Alors, dans ce cas, par exemple, si je veux appliquer un potentiostat, ou un potentiel, pardon, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, regardez, si je suis dans le noir, eh bien, je n'observe strictement rien. Dès que je mets à la lumière, j'ai un photocourant, et ce photocourant se traduit tout simplement par, comme vous pouvez le voir ici, l'apparition une fois de plus de l'hydrogène qui est dû à une réaction de réduction et l'oxygène, l'oxydation par les trous. D'où, pour résumer, bien, lorsqu'on va faire une mesure de photoélectrolyse ou lorsqu'on va dessiner des matériaux pour la photoélectrolyse, eh bien, il va y avoir trois étapes. La première va être l'absorption d'un photon pour la génération d'une paire électron-trou à un potentiel suffisant pour lequel il y a une dissociation. La deuxième étape, ça va être la migration de ces charges à la surface. Et là, il va y avoir un problème majeur, c'est que si ces paires électrons-trous ou ces électrons et ces trous ont une distance trop large ou trop longue à franchir, eh bien, il va avoir tendance à se recombiner. Et cela va avoir des implications. Et enfin, la dernière étape, la plus importante certainement, c'est la construction des sites de surface pour oxyder l'eau par les trous et réduire cette eau par les électrons, comme on va voir. Donc voilà, si vous voulez, comme ça. Et comme je vous disais, eh bien, la difficulté, c'est d'empêcher cette recombinaison électron-trou. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on va tout simplement passer vers des particules nanométriques, c'est-à-dire que la plupart des photocatalyseurs seront soit des poudres, soit des systèmes nano-architecturés, où vous voyez ici, on va essayer tout simplement d'empêcher cette recombinaison aux joints de grains, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi on a tendance à passer vers l'aspect nanométrique pour toutes ces manips de photoélectrolyse. Alors bien sûr, on a le matériau, et maintenant il faut trouver le matériau avec le bon gap. Alors pour ce faire, si je prends le cas de TiO2, celui dont je vous ai montré, dont la première expérience avait été effectuée, bien vous voyez qu'en ce cas, on a un gap de 3,2 électronvolts. Rappelez-vous, on est dans le bleu, et vous voyez que dans ce cas, eh bien, l'énergie absorbée est relativement faible. C'est la raison pour laquelle ce composé n'est pas intéressant d'un point de vue application pour cette approche. Alors la question maintenant est comment allons-nous dessiner des composés inorganiques avec des gaps variables? Eh bien, on va revenir, je dirais, aux bases de la chimie du solide, qui va tout simplement consister à considérer
une fois de plus, les électronégativités. Et ce que vous avez ici, c'est un grand nombre de points, avec la bande de conduction et la bande de valence. Eh bien, on peut, en regardant les différents éléments, si je prends des composés de type MX, XY, avec un cation et un anion, eh bien, en regardant les électronégativités des cations et anions, je peux, à partir de cette formule, dans laquelle vous avez la moyenne géométrique des électronégativités indiquée ici, je peux remonter directement aux positions de bande de conduction et de bande de valence. Et je vous ai mis ici, finalement, le fameux potentiel redox de l'eau qui est important. Et vous voyez que certains composés vont ne pas être acceptables puisqu'ils tombent exactement dans ce domaine de potentiel thermodynamique de l'eau. Alors, parmi ces composés, eh bien, certains vont être intéressants et on va pouvoir maintenant avoir toute une série de composés qu'on va regarder plus en détail. Alors, vous avez ici, de nouveau, dans ce cas, la bande de conduction et la bande de valence. Donc, théoriquement, ce que vous voulez, c'est que vous voulez directement qu'un matériau dont la bande de conduction soit plus négative que directement la bande, que le potentiel redox correspondant à la réduction de l'eau H plus H2, et vice-versa, dans le cas des trous, vous voulez dans ce cas un potentiel de bande de valence qui soit plus positif par rapport au niveau H2O2. D'où, lorsque vous regardez ça, eh bien, on pourrait se dire certains éléments vont être parfaits. Je prends par exemple le phosphore de gallium, 2,25 électronvolts. Rappelez-vous, 2 électronvolts, je mentionné auparavant. Et vous voyez qu'ici, la bande de conduction et la bande de valence est de part et d'autre. Mais vous allez voir que cela n'est pas si simple que ça, car il faut que vous ayez le gap, mais il faut que ces matériaux eh bien, soient également stables chimiquement dans les électrolytes qu'on va utiliser. D'où, il nous faut effectivement le band gap de 2 électronvolts, il nous faut le recouvrement des potentiels redox, on les a, mais la stabilité, la toxicité et le coût vont être importants. Et par exemple, comme je dis, cette solution de gallium et ce phosphore de gallium ne sont pas stables, et je pense que le cas, je dirais, le plus intéressant pour démontrer finalement ce problème de stabilité est le sulfure de cadmium. En effet, d'après ce que je vous ai dit, eh bien, il semblerait que ce soit le matériau idéal. Et malheureusement, le problème qu'on a avec celui-ci, c'est que lorsqu'on va directement créer un trou, ce trou ne va pas oxyder l'eau, mais il va oxyder le soufre. Ce qui fait qu'on va avoir la réaction suivante. On va avoir CDS, en présence de trou, va être oxydé pour donner C2 de plus soufre. C'est ce qu'on appelle une réaction de photocorrosion. Donc voilà, si vous voulez, de nouveau, l'importance de tous ces critères dont je vais mentionner ici. D'où ces niveaux vont être très importants. On peut bien sûr les ajuster. Si vous prenez également F2O3, qui est l'hématite, dont je vais reparler assez longuement par la suite, eh bien, lorsqu'on regarde finalement ce niveau, eh bien, F2O3 va se corroder en milieu aqueux. Il va falloir, dans ce cas, utiliser des astuces pour augmenter son potentiel et de façon à ce que celui-ci devienne stable. Alors, il y a effectivement l'importance de tous ces potentiels, je dirais, de bande de conduction et de bande de valence pour déterminer les matériaux qu'on va utiliser. Et là aussi, une chose très importante, vous voyez ici, je mets photoanode et photocathode. Alors, regardez bien ici, photoanode et photocathode n'ont strictement rien à voir avec la position des bandes. Photoanode signifie qu'on aura directement un semi-conducteur dopé N, rappelez-vous, couverture de bande vers le haut, et photocathode, semi-conducteur dopé P, couverture de bande vers le bas. Alors, le gap est certainement une valeur importante, mais ce qui est important également, c'est quelle est la quantité de photocourant qu'on va pouvoir obtenir. D'où par conséquent, il va falloir tracer la quantité de photocourant en fonction du gap. Alors, je m'excuse pour ce transparent qui est très chargé, mais vous allez comprendre le message. Vous avez ici les longueurs d'onde et les courants. Et maintenant, vous voyez que le cas du silicium, 1,1 électronvolt, et c'est celui qui a directement le plus grand photocourant. Alors, vous allez me dire, attendez, vous nous avez dit 1,23. Effectivement, vous ne pouvez pas directement utiliser une simple cellule avec le silicium comme photocathode. Et vous allez voir à la fin de cet exposé qu'on va avoir une astuce en couplant des cellules en tandem. Et là, le silicium pourra être utilisé. Donc voilà, si vous voulez, le type de matériau qu'on a. Alors, il faut jongler en tout ça, et la question, qu'est-ce que la chimie du solide peut apporter? Eh bien, on peut regarder en chimie du solide, et comme on peut voir ici, eh bien, le tableau périodique, vous le savez tous, est riche d'éléments, riche de phases, et on peut regarder finalement, dans ce cas, le cas des pérovskites, le cas des spinels, en considérant seulement les éléments D0,
0 électrons et D10, 10 électrons dans les orbitales D, pour ces différents composés. Et à partir de ça, on peut mesurer, si je peux dire, les gaps de tous ces composés. Eh bien, on va là aussi appliquer nos règles simples de chimie du solide. Règle simple, si par exemple je prends le cas d'une pérovskite, eh bien, dans ce cas, l'électronégativité, vous savez que si l'électronégativité d'un élément va augmenter, eh bien, dans ce cas, le gap va augmenter, c'est ce que vous voyez ici. On peut également jouer, dans le cas de ces pérovskites, elles peuvent être distordues, c'est-à-dire que dans ce cas, les liaisons B1 entre les différents octaèdres, B1, O, B1, ainsi de suite, ne peuvent pas être à 180 degrés, 140, 150. Lorsque vous allez directement maximiser le recouvrement, eh bien, dans ce cas, vous allez avoir des gaps qui seront plus faibles que dans le cas où ils seront distordus. Et enfin, on va pouvoir jouer sur la nature des substituants. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Je prends directement deux phases, la phase pérovskite lantane CrO3, une autre phase lantane TiO3. Et bien, si je veux faire des substitutions, je vais pouvoir maintenant régler ou ajuster continuellement le gap. Donc voilà, si vous voulez, les jeux que l'on peut effectuer. Mais tout ça, on fait de nouveaux composés, mais n'oubliez pas, on est en train finalement de regarder qu'un seul paramètre, qui est le band gap. Il y a encore toute la stabilité derrière qui va être importante. Alors on peut s'amuser et aller encore plus loin. Maintenant, on peut faire l'introduction de l'azote. Et vous savez tous que l'azote est moins électronégatif que l'oxygène, d'où automatiquement les bandes P de l'azote vont augmenter, d'où on va fermer le gap. Et c'est effectivement ce que l'on voit ici. Vous voyez qu'en ce cas, lorsqu'on passe à l'azote, on va réduire le gap, d'où on va absorber dans un domaine différent du spectre solaire. On peut également faire la même chose dans le cas des oxysulfures, ou si maintenant je remplace un oxygène par un soufre, dans ce cas, de nouveau, le soufre A est moins électronégatif que l'oxygène, d'où la bande va monter, et on va avoir des gaps différents. Et enfin, si on fait l'azote, l'oxygène, le soufre, on peut également faire les oxynitrures. Et là aussi, c'est la même histoire. Lorsqu'on va utiliser une oxynitrure, on va pouvoir ajuster les gaps. D'où, j'espère que vous avez compris, en maîtrisant la chimie du solide, on n'a aucun problème pour faire des matériaux avec différents gaps. Et vous allez voir, on peut faire des milliers de matériaux, mais ce n'est pas pour ça qu'on va trouver le bon. Alors, je vais vous montrer un exemple, un peu l'approche au jour d'aujourd'hui pour dessiner de meilleurs photocatalyseurs. Et je vais prendre le matériau qui vous est tous familier, qui est l'hématite Fe2O3. D'où vous avez un peu la structure de cette hématite qui est ici directement qu'on a fait directement croître sur un substrat. Maintenant, voilà finalement le photocourant en fonction du potentiel pour ce que j'appellerais une hématite idéale. Et lorsque vous faites des matériaux classiques, eh bien vous êtes sur la courbe en rouge ici. D'où par conséquent, il faut partir de cette courbe rouge, aller à cette courbe noire. Voilà. Et là, vous avez deux domaines. Vous pouvez directement augmenter le photocourant. Et pour augmenter le photocourant, on va voir que c'est un problème de morphologie. Il va falloir jouer avec la structure, la morphologie de ces particules. Et ensuite, eh bien, pour aller finalement à ce potentiel, il va falloir jouer avec les catalyseurs. D'où par conséquent, si je peux dire, vous avez déjà vu cette équation que j'aime bien utiliser. Lorsqu'on veut fabriquer une bonne photoanode, eh bien, la composition chimique va être importante, mais la taille et la morphologie va agir sur le photocourant et le catalyseur va agir sur le potentiel de réduction ou d'oxydation. Okay? D'où, c'est la raison pour laquelle on va dans un premier temps voir pourquoi finalement cette morphologie est importante. Et vous allez comprendre ça très simplement. En effet, il va falloir maintenant jouer avec d'abord l'épaisseur de la couche et finalement pour l'absorption de lumière et le transport des trous. Alors en effet, si on regarde les différentes épaisseurs, on s'aperçoit qu'on a une augmentation des photons absorbés de 50 à 100 nanomètres à 400 nanomètres, mais après 400 ou 800 nanomètres, finalement, on reste constant. Okay? D'où c'est la raison pour laquelle on va travailler avec des couches d'épaisseur de 400 nanomètres. Alors maintenant, il y a le transport des trous. Et celui-là va être plus problématique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que ces trous, ils vont avoir une longueur de diffusion relativement limitée et ils peuvent se recombiner avec les électrons. D'où il va falloir directement les piéger, si je peux dire, avant qu'ils se recombinent avec un électron. Et ça va demander
de jouer avec la structure. Alors voilà directement le substrat, voilà mon matériau, 400 nanomètres, et voilà finalement mon électrolyte. D'où la partie active au niveau de la diffusion, bien est ici. Vous voyez, seulement 10 nanomètres est actif. D'où la question, ça veut dire qu'en ce cas, vous voyez, j'ai toute cette matière et je n'utilise que 10%. Donc, quelle va être l'astuce? Bien, l'astuce va tout simplement être d'introduire finalement ces domaines de 10 nanomètres. Et on va faire cela eh bien, au niveau des matériaux en faisant des nanophiles, des whiskers et ainsi de suite. Et c'est ce que les chercheurs ont effectué, où, comme on peut voir ici, on va pouvoir élaborer ces matériaux, ces oxydes, de différentes façons. En haut, vous avez, dans ce cas, un substrat, bon, dans ce cas, c'est un substrat de cuivre, sur lequel on a fait croître directement des particules d'oxyde de fer. Ci-dessous, vous avez d'autres particules, on dirait une forêt de sapins, dans lequel tout ça a été fait par déposition chimique en phase vapeur à température ambiante, comme indiqué ici. Eh bien, lorsque l'on fait cela, eh bien, on répond à cette question de photocourant. Vous voyez, dans le cas du composé non architecturé, et maintenant, c'est une architecture, si on prend cette morphologie sapin, vous voyez que le photocourant a augmenté. Et ça, c'est un procédé qui est assez intéressant et qui peut être reproductible de grande façon et peut être commercialisé. Alors maintenant, la question est de répondre comment pouvons-nous finalement changer ce potentiel? Alors pour changer ce potentiel, eh bien, on veut diminuer cette surtension par rapport au potentiel de bande plate indiqué ici. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser des catalyseurs. Des catalyseurs, là on est en train finalement de regarder de la catalyse hétérogène, où on va avoir des particules pour le catalyseur et des particules également pour modifier cette surtension. Et là, vous allez voir que c'est un domaine, je dirais, d'exploration qui est relativement complexe, car il est vraiment livré à l'empirisme. Il y a eu de nombreux cas qui ont été essayés, mais vous allez voir que les résultats sont relativement limités. Alors, si on regarde dans le cas de cette hématite, eh bien, il y a eu beaucoup d'approches, j'en citerai deux seulement ici. L'une qui a consisté finalement à utiliser ce que j'appellerais un co-catalyseur en nitrate de cobalt, dont vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a pu effectivement, on tente un peu réduire cette surpotentielle, et dans ce cas, le mécanisme semble fonctionner avec la création de groupes oxo, comme finalement la formation de groupes oxo dans les hydrogénases avec le manganèse. Il y a également eu d'autres travaux positifs, je dirais, dans lesquels il y a eu l'utilisation de phosphates de cobalt. Et je reviendrai sur ces phosphates de cobalt car ils vont jouer un rôle primordial pour le futur, dans lequel, vous pouvez voir ici, il y a encore une réduction de cette surpotentielle en utilisant ce co-catalyseur. Dans le même sens, eh bien, on peut maintenant, si je peux dire, combiner les deux approches dans lesquelles je vais, dans ce cas, utiliser cette forêt de sapins, si je peux dire, avec maintenant un co-catalyseur qui va être l'oxyde d'iridium, comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, j'augmente considérablement, ou je réduis considérablement cette surpotentielle. Alors, l'avantage de tout cela, eh bien, qu'effectivement, cet oxyde de fer est un matériau qui est bon marché et qui nous permet d'obtenir des rendements aux alentours de 6%. Et vous voyez ici, tout ça, je peux dire, est résumé sur cette diapositive, où on aperçoit finalement la possibilité d'utiliser cette hématite comme un matériau abondant pour faire finalement cette électrolyse de l'eau. Donc voilà, si vous voulez, un exemple de matériau qui est en état de développement, mais avec des rendements encore relativement faibles. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement, pourquoi est-il si compliqué de trouver ces catalyseurs? Bien, tout simplement parce que le domaine de la catalyse est très complexe et on a du mal à déterminer quels sont les mécanismes réactionnels. En effet, les étapes dans lesquelles on doit procéder sont indiquées ici. Si par exemple je regarde une réaction de catalyse en milieu basique, eh bien, d'oxydation de l'eau, j'ai 4 électrons, et je vais avoir ces différentes étapes indiquées ici, dans lesquelles vous avez tout simplement l'absorption d'un groupement hydroxyle, 4 fois, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si maintenant, il faut que je regarde la catalyse de ces 4 réactions. Si j'ai un catalyseur idéal, comme indiqué ici en rouge,
eh bien, vous voyez qu'en ce cas, chaque électron va avoir un delta G de 1,23 électronvolts. Et dans ce cas, tout se marchera. Malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça. Il va y avoir, si je peux dire, des étapes qui vont être limitantes. Et dans ce cas, par exemple, si je regarde ici, c'est l'étape 2, dans laquelle je vais avoir la fixation d'un H ou d'un OH, c'est-à-dire qu'il faut que dans ce cas, je retire un OH, eh bien, qui va être difficile. D'où, on va étudier tout un genre de composés, et on va finalement caractériser par des mesures cinétiques quelles sont ces vitesses, je dirais, d'ancrage de l'oxygène à la surface des particules. Et pour cela, eh on va tout simplement tracer ces fameux diagrammes qui sont très bien connus dans le domaine de la catalyse, qu'on appelle les diagrammes de Volcano, où on va faire une série de composés. Dans ce cas, on regarde des perovskites qui travaillent en milieu basique, et on va voir que certaines compositions vont avoir le maximum d'activité, c'est-à-dire, dans ce cas, le surpotentiel le plus faible, avec une activité égale. Et ça veut dire que dans la première pente, on a des matériaux dans lesquels l'oxygène est trop absorbé, et l'opposé dans la suite. Ça veut dire qu'en tant que chimie du soliste, il va falloir regarder finalement les liaisons qu'il y a et les ajuster pour tenter, si je peux dire, d'augmenter ou de diminuer ces différentes réactions d'absorption. Donc voilà, si vous voulez, les travaux qu'il faut faire. Alors à partir de cela, on peut faire beaucoup d'électrochimie et on va ce qu'on va appeler tracer ce que j'appellerais les plots ou les courbes de Tafel pour différentes sortes d'électrocatalyseurs, que ce soit pour l'évolution de la réaction d'hydrogène ou pour l'oxygène. Et dans ces courbes, regardez, vous avez dans ce cas les très solides en rouge, c'est pour le milieu basique, et vous avez également en pointillé la même chose pour le milieu acide. D'où, vous voyez la complexité de déterminer les bons catalyseurs. Et comme on va voir par la suite, il va y avoir même une complication, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il va y avoir un souhait énorme de trouver des co-catalyseurs et des photocatalyseurs qui puissent travailler en milieu neutre. D'où, pour résumer tout ça, je dirais tout simplement que les chercheurs ont envisagé, je dirais, des centaines, voire des milliers de formulations. Et vous avez ici toutes les formulations possibles, avec différents photocatalyseurs ainsi que différents co-catalyseurs, dans lesquels vous voyez tous les oxydes dont je vous ai parlé, avec parmi les co-catalyseurs du platine, du rhodium, du nickel, et ainsi de suite. Eh bien, malgré tout cela, malgré ces centaines ou ces milliers de composés qui ont été étudiés, eh bien, on n'a pas encore trouvé la combinaison magique, si je peux dire, pour avoir le composé qui a, dans ce cas, eh bien, la plus faible surtension en ayant le courant le plus élevé. Donc voilà, si vous voulez, l'ensemble des travaux qui s'est effectués, résumés, dans le domaine de la photoélectrolyse. Alors la question maintenant que je vais vouloir aborder, c'est qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et où va-t-on? Eh bien, je vais regarder ces avancées récentes, tant au niveau des matériaux qu'au niveau des dispositifs. Et vous allez voir qu'au niveau des dispositifs, il y a quand même des choses pas mal qui se font. Alors au niveau des matériaux, eh bien, lorsqu'on a démontré ces réactions de photocatalyse, lorsqu'on a trouvé finalement une photoanode et une photocathode, bon, on fait tout ça en milieu aqueux, ainsi de suite. Si vous voulez passer directement au dispositif électrochimique, eh bien, il va falloir sortir de ces milieux aqueux, ou du moins sortir de ces milieux basiques, de ces milieux acides, qui, comme vous le savez tous, sont très corrosifs. Bien, c'est la raison pour laquelle, ces dernières années, il y a eu un effort considérable en recherche pour trouver des photocatalyseurs ou des électrocatalyseurs qui puissent travailler en milieu neutre. Eh bien, parmi ces derniers, un qui est le plus important, qui a été découvert au MIT il y a de cela 4 ou 5 ans, eh bien, est un matériau, je dirais, assez magique. Ça a été obtenu par accident, où finalement, in situ, dans une cellule électrochimique, à partir d'un mélange de nitrate de cobalt et de phosphate de potassium, où, lorsqu'on fait l'électrochimie de ce matériau, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un dépôt à l'électrode, comme indiqué ici, et ce composé eh bien, va être un excellent catalyseur fonctionnant à pH neutre. Et lorsqu'on regarde les courbes électrochimiques, comme vous pouvez voir ici, eh bien, regardez, on s'aperçoit ici, regardez le début, dans ce cas de l'oxydation, on s'aperçoit qu'il est aux alentours de 1,29, 1,30. C'est-à-dire que c'est un matériau dans lequel on n'a pratiquement pas de surtension. Et
lorsqu'on regarde ici, vous fixez maintenant votre potentiel à 1,29 volts, et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, vous pouvez, sans aucun problème, électrolyser l'eau, dissocier l'eau, et vous recueillez ici l'oxygène. Et dans ce cas, une efficacité faradique aux alentours de 100%. Eh bien, ce matériau est relativement complexe, car on ne comprend pas encore aujourd'hui le mécanisme par lequel celui-ci fonctionne, mais il est très prometteur, et c'est le matériau que je vais référer par la suite comme cobalt-P, pour tout simplement cobalt et la partie phosphate de ce matériau. De nouveau, c'est un mélange, finalement, de cobalt, de phosphate et de potassium, dont la formule est 2,1,1. C'est un produit amorphe, dont on ne connaît pas, finalement, le rôle de différents composants. Une autre approche qui s'est faite aujourd'hui est aussi également intéressante, du moins par sa philosophie. Et vous allez comprendre pourquoi. Toujours, on va travailler en milieu neutre, mais là, ce sont des chercheurs de Berkeley qui ont raisonné de la façon suivante. Si je regarde tous les composés inorganiques que je vous ai mentionnés, rappelez-vous, je vous ai mentionné que ces composés, ils utilisent seulement 10 angstroms de surface. Donc la question que se pose, c'est pourquoi utiliser ces quantités gigantesques de matériaux alors que seulement une fraction de la surface fonctionne. Également, si maintenant vous prenez l'approche biologique, où on va regarder les enzymes et les isogénases, c'est une recherche qui se fait ici au collège avec Marc Pontecave, ou dans ce cas, eh bien vous avez tout simplement un seul métallatome ou deux métallatomes pour des quantités volumineuses de lipides, de protéines, et ainsi de suite. D'où la question est, pourquoi finalement ne pas utiliser le meilleur des deux mondes et de préparer des matériaux dans lesquels maintenant on va tout simplement avoir une simple molécule organique dans laquelle on peut avoir les mêmes fonctions ou la même coordination du molybdène que dans le matériau M-2 comme indiqué ici. Et vous voyez, dans ce cas, on a tout simplement des sites actifs, on n'a plus du tout la quantité gigantesque de matière du composé, et on va pouvoir regarder des réactions de catalyse. Et en effet, en utilisant ces matériaux à base de pyridine, bien, les chercheurs de Berkeley ont pu montrer que dans ce cas, ils ont réduit le surpotentiel de 400 mV avec des taux de formation d'hydrogène relativement considérables, où on parle ici de 1600 moles d'hydrogène par heure en utilisant ces types de co-catalyseurs. Alors bien sûr, cela peut être généralisé à d'autres matériaux. Et vous avez ici certains complexes de cobalt, dans lesquels, base de pyridine, où on a également des réactions ou des comportements relativement intéressants au niveau de la catalyse. Et enfin, un domaine très important, c'est un domaine dans lequel il va falloir maintenant greffer ces molécules organiques sur, finalement, des photocatalyseurs pour, dans ce cas, avoir des meilleures propriétés. Et bien sûr, il ne faudra pas que le greffage soit trop épais, sinon on va tout simplement empêcher l'absorption par la lumière. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau des matériaux. Alors que se passe-t-il au niveau maintenant des dispositifs? Eh bien, vous allez voir, là, il y a un foisonnement d'idées pour faire de nouveaux dispositifs. Et le tout va être tout simplement basé sur la photosynthèse. C'est-à-dire que les chercheurs vont tout simplement essayer de mimer ce qui se passe en photosynthèse. Alors, que se passe-t-il en photosynthèse? Eh bien, vous savez que, comme je vous l'ai déjà mentionné, la première étape de la photosynthèse, c'est la dissociation de l'eau, et tout cela va se faire directement avec un système qui va avoir, dans ce cas, deux centres de photosynthèse, 1 et 2. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir un photon qui va être absorbé. Ce photon va créer une paire électron-trou, et le trou va directement oxyder l'eau. Cet électron, qui va arriver ici, comme vous pouvez voir, n'aura pas une énergie suffisante pour réduire l'eau. D'où par conséquent, il va être transporté par une réaction en cascade sur le deuxième photosystème qui va être boosté par l'absorption d'un second photon. Et dans ce cas, il va avoir l'énergie supplémentaire pour directement aller fixer du CO2 et conduire directement aux produits organiques que l'on connaît avec l'ADP et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, comment est le système. Et ça, eh bien, ça se passe dans des feuilles avec des configurations plates et ainsi de suite. D'où ce que font les chercheurs au jour d'aujourd'hui, eh bien, ils vont essayer directement de mimer cela. Alors on va le mimer comment? Eh bien, on va le mimer
comme indiqué ici. On va tout simplement, dans ce cas, faire soit des cellules, je dirais, de photolyse ou d'électrolyse, comme indiqué ici, en utilisant, je dirais, une simple étape, avec un semi-conducteur, ou alors, on va, dans ce cas, réaliser ce qu'on appelle ici ce schéma en Z, avec des particules pour la photocatalyse. Je vais vous montrer comment cela se passe. Vous voyez qu'en ce cas, on va tout simplement utiliser deux photons pour générer ces paires électrons-trous. Nous voyons comment un tel système fonctionne. Bien, je dirais la plus belle démonstration d'un tel système, c'est que vous mettez dans un bécher de l'eau et les bonnes particules choisies correctement, et bien vous allez obtenir directement cette dissociation de l'eau. Alors voilà directement le schéma en Z d'une réaction dans lequel je vais prendre des poudres qui vont être capables de se comporter comme photocathodes et photoanodes, et je vais dans ce cas utiliser un médiateur. Alors vous voyez, j'ai deux types de particules. Vous avez ici mon photocatalyse pour l'hydrogène qui sera dans ce cas une photocathode, une photoanode, voilà les différents matériaux. Je mélange tout ça, et qu'est-ce qui va se passer? Bien, dans ce cas, je vais créer une paire électron-trou. Le trou qu'on peut voir ici va pouvoir tout simplement oxyder l'eau. Par contre, l'électron n'a pas assez d'énergie pour aller réduire. D'où, par conséquent, je vais utiliser une troisième espèce, c'est-à-dire un médiateur redox, qui va me permettre directement de passer, comme on a vu dans la photosynthèse, un électron en cascade de ce niveau à celui-ci. Et par ce procédé, je vais pouvoir maintenant dissocier l'eau de façon relativement simple, comme indiqué ici. Alors bien sûr, tout cela est beau, mais les rendements sont encore très faibles et ne sont pas supérieurs à celles tout simplement de la photosynthèse. Alors un autre procédé, qui va être, je dirais, à peu près du même, va considérer à construire ce que j'appellerais des cellules de photoélectrolyse monolithiques. C'est-à-dire qu'en ce cas, elles vont être basées sur l'association de conducteurs ayant photoanode et photocathode. Alors vous voyez dans ce cas, j'ai maintenant un appareil tout solide dans lequel je vais pouvoir utiliser. Alors comment celui-ci fonctionne? Eh bien pareil, donc vous envoyez la lumière. Première étape, dans ce cas, je vais avoir un photon absorbé comme dans mon photosystème. Ce photon absorbé va nous créer un électron et un trou. Vous voyez que cet électron, dans ce cas, il va pouvoir tout simplement réduire l'eau. Par contre, ce trou, il n'a pas l'énergie suffisante. Il n'a pas l'énergie suffisante. Par contre, maintenant, je vais pouvoir, dans ce cas, injecter un second photon. Ce second photon, maintenant, va créer une paire électron-trou. Ce trou va pouvoir oxyder l'eau avec maintenant l'électron qui n'a pas l'énergie suffisante. Et cet électron et ce trou vont tout simplement se recombiner pour donner directement le passage continu de courant. Donc voilà, si vous voulez, comment un tel système fonctionne. Eh bien, dans ce cas, vous avez dans ce cas des rendements qui peuvent quand même atteindre aux alentours de 12,4%. Alors bien sûr, regardez, ce n'est pas du tout viable, car on va utiliser maintenant dans ce cas des semi-conducteurs à base de gallium qui sont bien sûr très chers, et ainsi de suite. Donc d'un point de vue coût, cela n'a aucun sens, mais on verra par la suite des possibilités. Alors, il y a cela, et il y a bien sûr aussi d'autres applications dans lesquelles maintenant on va pouvoir coupler la photoélectrolyse avec des cellules photovoltaïques. Et ça, c'est les travaux de Michael Gretzel, qui a développé les fameuses cellules photovoltaïques à colorant, dont le principe est basé finalement sur celui de la photosynthèse, où dans ce cas, vous allez avoir un photon qui va être absorbé par un chlorophylle. Alors comment ça fonctionne ici? On va utiliser cette photoanode, qui dans ce cas va être WO3, okay, et on va utiliser la cellule à colorant, à base de TiO2. De nouveau, une fois de plus, je vais absorber dans ce cas un photon. Ce photon, dans ce cas, le proton va oxyder l'eau, et l'électron, une fois de plus, n'aura pas assez d'énergie. Par contre, un autre photon va être absorbé comme en photosynthèse pour promouvoir un électron à ce niveau, qui, celui-ci, maintenant, va pouvoir réduire directement l'eau. Et une fois de plus, on va avoir une combinaison entre cet électron et ce trou pour créer directement, pour finalement clôturer le circuit. Et cela peut se concrétiser par cette cellule. Vous voyez exactement la partie imagée de ce diagramme, avec derrière la cellule DSC avec des fils, et vous voyez directement
les bulles qui montrent effectivement que la cellule fonctionne, et ainsi de suite. Et dans ce cas, eh bien, les chercheurs ont pu obtenir aux alentours de 4,5% de rendement. Alors, poursuivant ces différents schémas, eh bien, il y a également des cellules tandem, où maintenant, on va tout simplement coupler une photocathode avec une photoanode, comme vous pouvez voir ici. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir un système identique. On se rappelle un peu peut-être des batteries, où on a des batteries lithium-ion, maintenant avec des positives et négatives, et là où il va falloir directement balancer les courants dans les deux électrodes. Ce qui fait qu'il va falloir trouver le potentiel à laquelle je vais avoir le bon flux de courant. Et je pourrai fonctionner qu'à ce potentiel pour bien sûr que le nombre d'électrons qui vont être relargués d'un côté soit égal au nombre de protons de l'autre. Mais là aussi, ça marche de façon identique. Et on va pouvoir, dans ce cas, construire des cellules. Et vous avez ici une cellule dans laquelle vous avez d'un côté un semi-conducteur de type N, de type P, avec toute l'illumination comme indiqué ici. Dans ce cas, eh bien, on a quand même des rendements qui sont relativement faibles, et de plus, la stabilité de ces systèmes en cyclage n'est pas terrible. Alors, de nouveau, je vais vous montrer d'autres cellules, plus beaucoup, une ou deux, dans lesquelles vous avez encore des réalisations qui sont relativement spectaculaires. Celle-ci est un travail de Berkeley, une fois de plus, dans lequel ils ont fait une cellule tandem où ils vont coupler, comme vous pouvez voir ici, eh bien, du silicium avec du TiO2. Okay. Alors pourquoi du silicium et TiO2? Parce que je vous avais dit, rappelez-vous, je vous avais dit, le silicium n'a pas le bon band gap pour l'électrolyse de l'eau, par lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser une photocathode de silicium et faire directement la séparation de l'eau. Par contre, maintenant, si j'utilise un couplage silicium-TiO2, je peux ajuster les positions de la bande de conduction et la bande de valence de faire en sorte que je puisse directement oxyder ou réduire l'eau comme je veux. C'est-à-dire qu'à la photocathode, bien, je vais réduire l'eau. Alors pour ce faire, eh bien, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je dirais c'est du tout solide, avec une jonction ohmique, comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, il va y avoir recours à des technologies, je dirais, de microlithographie et de formation de nanofibres. Alors le principe va être le suivant. Si maintenant j'ai deux différents types directement de photocathodes et photoanodes, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez que j'ai deux types de radiation. Si j'envoie maintenant, par exemple, si j'envoie la lumière de ce côté, eh bien, dans ce cas, si j'envoie la lumière bleue de ce côté, elle va tout simplement être absorbée par TiO2, et elle va pas être, si j'envoie la lumière rouge, elle va être observée par le silicium. D'où, si vous voulez, c'est sur ce principe qui fonctionne. Et dans ça, eh bien, ils ont pu construire voilà, des cellules de photoélectrolyse où vous avez ici le TiO2 sur lequel ils sont allés faire pousser du silicium, ou vice-versa, du silicium sur lequel ils sont allés faire pousser du TiO2. Et grâce à ça, eh bien, avec des radiations, en prenant directement les différents spectres solaires, soit de l'UV, soit du visible, eh bien, ils arrivent directement à obtenir des cellules de photoélectrolyse qui donnent des rendements, une fois de plus, qui ne sont pas terribles, qui sont aux alentours de 0,2%, comme vous pouvez voir ici. D'où, voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Et puis enfin, la dernière cellule, car je dirais c'est vraiment la plus prometteuse, et c'est là où tout le monde va, c'est de nouveau, il faut une cellule à bas coût, que l'on puisse généraliser et étudier partout. Eh bien, cela va provenir de la recherche de Dan Nocera, qui est au MIT une fois de plus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui, rappelez-vous, qui avait découvert ce fameux catalyseur à base de cobalt, de potassium et de phosphore. Eh bien, il va maintenant construire ce dispositif, qui va être un dispositif, je dirais, configuration plate, dans lequel il va prendre une cellule solaire qui existe commerciale, avec ici une couche d'ITO relativement faible. Il va aller déposer son co-catalyseur, qui est ce fameux cobalt, potassium, phosphate. Avec de ce côté, une électrode métallique avec nickel, molybdène, zen et un catalyseur. Eh bien, dans ce cas, il va pouvoir tout simplement, sans fil, il n'y a aucun fil, rien du tout, c'est une simple association, il va pouvoir électrolyser l'eau. Et vous voyez ce qu'il obtient? Eh bien, il obtient directement aux alentours d'un rendement de 2%, avec une cellule qui est faite, je dirais, d'ingrédients qui sont bon marché, il n'y a rien qui cher dedans, tout est abondant et bon marché. Il peut obtenir de tels rendements avec une configuration, je dirais, très simple, plane, et sans beaucoup d'engineering, comme je vous ai mentionné, dans les diagrammes sophistiqués par la suite. D'où voilà, si vous voulez, ce qui se passe dans ce domaine. Alors, si j'ai à conclure, je vais conclure tout simplement
sur ce qui s'est passé au niveau matériaux et au niveau dispositif, en vous montrant quel est le dispositif que tout le monde cherche à faire. Alors, au niveau des matériaux, eh bien, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que la photoélectrolyse eh bien, se résume à un problème de photocatalyseur et d'électrocatalyseur pour améliorer ces réactions d'oxygène, d'évolution d'oxygène ou d'évolution d'hydrogène. Malheureusement, dans tout ce domaine, c'est une recherche empirique et il nous manque d'indicateurs pour savoir comment ou dans quelle direction faut-il aller. On a simplement les simples notions de chimie du solide. Je vous ai rapporté un nouveau électrocatalyseur qui est de loin le meilleur qui existe aujourd'hui, qui est à base de cobalt principalement. Et il y a également des nouvelles formulations de photocatalyseurs, d'électrocatalyseurs pour la dissociation de l'eau, avec dans ce cas l'addition d'un groupe médiateur. Mais le futur, je dirais, n'est certainement pas dans la recherche de nouveaux matériaux, car je crois qu'on les a tous testés, enfin, il y a des milliers de matériaux qui ont été testés. Je pense qu'il est plutôt dans la façon dont on va faire les particules, dont on va ajuster la morphologie de ces matériaux. Et en effet, je pense que là, il y a des opportunités énormes, car rappelez-vous, la surface, dans ce phénomène, est beaucoup plus importante que le cœur. D'où tous ceux qui sont les particules cœur-écosse, eh bien dans ce cas, ont un avenir. Tous ceux qui sont les matériaux nanotexturés, nano-architecturés, dont je vous ai mentionné déjà, et dont il y a beaucoup de recherches, eh bien, sont directement en pleine expansion. Et enfin, un domaine qui se lance, mais qui est très important aussi, c'est tout simplement modifier cette chimie de surface et essayer de greffer des co-catalyseurs sur des photocatalyseurs, mais bien sûr en couches relativement simples. Alors maintenant, eh bien, si on veut rêver, ou ce que font les gens, eh bien, quel est ce qu'on veut construire pour le futur? Eh bien, voilà directement l'appareil ou le dispositif dont tout le monde essaie directement de réaliser. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez ce que je vous ai déjà dit, la structure nanofibre. Vous avez dans ce cas eh bien, du Fe2O3, nanofibre, avec un électrocatalyseur. Vous avez une membrane conductrice au proton et vous avez du silicium comme photocathode. Alors que se passe-t-il ici? Vous voyez directement le spectre solaire. Dans le spectre solaire, eh bien, vous avez tout simplement la partie bleue du spectre solaire, rappelez-vous, celle qui est directement à 3 électronvolts, eh bien celle-ci va tout simplement être absorbée seulement par la photoanode, pardon. Et maintenant, si je prends la partie rouge, celle qui est tout simplement aux alentours de 1,2, 1,3, eh bien celle-ci va directement être absorbée par le silicium. Ce qui fait que je vais pouvoir créer des paires électrons-trous de ce côté avec le bleu et de ce côté avec le rouge. D'où par conséquent, je vais pouvoir dans ce cas, avec l'absorption d'un photon, libérer de l'oxygène, oxyder l'eau, et ainsi le réduire ici. D'où, c'est ce genre d'architecture que les gens essaient de construire, avec bien sûr dans ce cas, une membrane qui, dans ce cas, n'oubliez pas, doit être conductrice protonique pour transporter les protons qui vont être libérés directement lors de l'action de l'eau, et également électronique, parce que je n'ai pas de fil, pour transporter les électrons. Donc voilà directement le type. Et tout ça, eh bien, on veut le faire en type plate, en type feuille. Donc voilà, si vous voulez, les recherches qui se font aujourd'hui. Alors, quels seront les rendements? Les premiers prototypes, s'il y en a quelques-uns, sont relativement faibles, aux alentours de 0,5 à 1%. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on regarde ces problèmes de photoélectrolyse, ou même les problèmes de photosynthèse, tout le monde dit que les rendements sont faibles. Mais je pense que finalement, ce n'est pas regarder le problème du bon côté. Car en effet, le Soleil est une source illimitée d'énergie et le rendement ne doit pas être un point crucial. Et c'est pour laquelle la relation d'électrolyseur sans fil, à grande échelle, à faible coût, est vraiment le seul véritable challenge. Et c'est ce challenge que le hub américain sur la photosynthèse adresse aujourd'hui. Et finalement, je voudrais terminer en vous faisant vraiment rêver et en faisant un simple calcul. Ce simple calcul, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dan Nocera qui l'a fait, qui va vous montrer finalement qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir ces fameuses 14 terawatts de puissance installée. Bien, on va prendre un simple calcul et on va considérer finalement que la consommation actuelle est 14 terawatts et quelle va être finalement la nécessité ou la quantité d'eau qu'il nous faudrait pour faire l'électrolyse et avoir finalement ces 14 terawatts. Bien, on arrive à une quantité de 18 milliards de mètres cubes d'eau. Qu'est-ce que cela représente? Bien, cela représente, je pense que Dan Nocera étant de Boston, c'est pour ça qu'il a pris l'exemple, mais si on regarde
la rivière Hudson. Cette rivière, elle a le débit à 435 mètres cubes par seconde, ce qui fait que 37 580 000 mètres cubes par jour, 13,7 milliards de mètres cubes par an. Vous voyez, 13 ou 18, on n'est pas loin. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que toute l'eau de l'Hudson River, par une année, soit transformée dans des électrolyseurs. Alors vous pouvez rêver, on n'est pas là, mais je pense que ces recherches que nous avons mentionnées aujourd'hui montrent quand même qu'il y a des pistes intéressantes pour cette photoélectrolyse de l'eau. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas être très pessimiste, il faut plus être optimiste malgré les faibles rendements que l'on ait, car le but sera directement d'arriver à faire des dispositifs à grande échelle et à bas coût. Et sur ce, je voudrais vous remercier pour votre attention et introduire le prochain speaker qui va parler, lui, plus concrètement de l'hydrogène. Merci.